Salut Nolwenn. Salut Tom. Bienvenue sur le podcast. Merci, c'est gentil. Je suis ravi de t'avoir et je suis ravi d'être dans ce merveilleux cadre. C'est beau, hein. C'est grâce à toi. J'avoue. Tu disais l'autre jour dans un post LinkedIn ou je sais plus où, mais un post que tu as fait où tu disais quelle chance. Mais c'est ça, mais je me le dis tous les jours, quelle chance. Et encore plus quand on voit un paysage comme ça, mais ouais. Du coup, pour donner un peu de contexte aux gens, on est en Corse, on est sur un freelance travel qui est cette chose que tu as créée, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en reparler derrière. On est en voyage avec 10 autres, on est 10 freelances en tout, et on passe une merveilleuse semaine dans cette belle maison. Mais on va y venir. Ouais. Pour commencer les échanges, la question rituelle pour lancer le podcast. Nolwenn, comment et pourquoi tu es devenue freelance ? Alors, comment je suis devenue freelance, qui rejoint un peu le pourquoi, du coup, dans mon cas. Mais j'ai su, en fait, très rapidement que je voulais être indépendante. Je pense que vraiment, c'est ma personnalité de base. Cette envie d'aller un peu sur tous les fronts, de pas être cantonnée à un secteur d'activité. C'est vraiment ma personnalité de base, en fait. Je fais toujours plein de choses. Je fais du violon, mais je fais de la gym, je fais du tennis, mais je fais des trucs hyper soft aussi. Enfin, je suis vraiment un peu touche à tout. Ce que je n'ai pas retrouvé dans mes premières expériences en salariat, qui ont duré que 6 mois. Il y en a eu 2. Je suis sortie de l'école, donc voilà, j'ai fait 6 mois dans une boîte, 6 mois dans une autre, et très vite ça n'allait pas, en fait. Je tournais en rond, toujours ce fameux délai de 6 mois où je me disais mais non, je vois pas ce que c'est. Voilà, en fait, je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment mis du temps à me dire, est-ce que c'est pas moi qui m'ai fait un monde idéal du travail, en me disant on peut kiffer son travail, on peut y aller tous les jours en ayant le sourire. Est-ce qu'il ne faut pas se résigner ? Est-ce que finalement, c'est pas ça la vie du travail, la vie d'adulte ? et j'ai quand même sauté le pas d'être free, avec l'avantage d'avoir un premier client, en fait, quand je me suis lancée. Okay. Et ça, c'était au bout du deuxième 6 mois. Exactement. C'était au bout du deuxième 6 mois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est un client de l'extérieur qui vient, qui dit « Nolwenn, j'ai envie de travailler avec toi ». C'était comment Alors, en fait, donc, l'agence où j'étais en salariat au bout de ces 6 mois-là, on était d'accord tous les deux sur le fait que ça allait pas le faire. Donc on a fait j'étais en période d'essai à l'époque, mais comme une équivalent d'une rupture conventionnelle. Et je me suis dit, je vais faire un break avant de me lancer en freelance. Et je suis partie en Italie. J'avais fait un stage dans une agence qui s'appelle Frog à Milan. Et je me suis dit, je vais retourner les voir, je vais leur faire un coucou. Je m'étais fait des potes là-bas. Petit break, et donc je pars là-bas une semaine, et je leur dis forcément que je vais me lancer en freelance. Et ils me disent, écoute Nolwenn, c'est génial, parce que justement on a un projet qui commence là en France en plus, et on cherche quelqu'un pour... Ouais, c'est génial, les opportunités. Et donc si ça te dit, c'est un projet qui démarre dans 1 mois, et c'était AXA, donc site axa.com. Donc super travail pour démarrer en plus. Donc ça m'a lancé direct, en fait. J'ai eu une semaine de vacances et je suis... Donc ça, c'est le comment et le pourquoi. C'était du coup pour avoir l'espace de retrouver ce truc un peu touche à tout et faire plein de choses, c'est ça ? Ouais, exactement. D'avoir mes clients, de pouvoir gérer mon temps. Bon, c'est des choses qui reviennent souvent, hein, quand on parle de ça. Mais oui, vraiment, cette volonté, cette diversité et de pouvoir toucher à tout, je dirais que c'est ça surtout. Et du coup, quand tu commences sur ce premier projet-là, et comme c'est avec une agence en Italie d'ailleurs, c'est intéressant, est-ce que tu bossais en Italie dans les locaux de l'agence, ou tu étais toute seule à représenter l'équipe et le projet en France ? J'ai démarré 3 semaines avec eux en Italie, à Milan, sur le projet. Et après, on est venus tous en France pendant 3 mois. Ah ouais. C'était du temps plein pendant 3 mois à Paris, et puis après, en fait, l'agence Frog est repartie à Milan, parce que c'est une agence qui a pas vocation à faire perdurer non plus des projets. Ils sont chers, c'est une très très bonne agence, et c'est pas leur vocation. Mais AXA, du coup, m'a dit nous on a encore des besoins, donc tu peux rester. Et donc après, je suis restée à distance pendant 2 ans et demi. Et du coup, tu travaillais directement avec AXA et plus via Frog ?
Ouais, Frog est parti après. Et du coup, tu es basé à Nantes. Donc là, en gros, à ce moment-là, tu repars à Nantes, tu as ton premier client AXA et tu t'es lancé dans l'aventure de l'indépendance. Ouais, exactement. Et ça se passe comment par la suite, du coup? Et par la suite, ça se passe très bien depuis le début. Donc ça fait 4 ans du coup maintenant. Et ça se passe très bien dans le sens où j'ai... Alors moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu à démarcher de clients, mais c'est parce que naturellement, j'aime ce que je fais et je vais rencontrer des gens, échanger. Je pense que je suis un peu comme toi aussi, hein, j'aime beaucoup faire des rencontres. Et de fil en aiguille, il y a du boulot, quoi. Ouais. Donc après, je pense que je suis aussi dans un domaine où il y a beaucoup de besoins. Donc ça aide, forcément. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es freelance aujourd'hui? Donc 4 ans. 4 ans. Et c'est à quel moment, du coup, que tu te dis ok, c'est très bien, j'ai mon activité, j'ai mes clients, ça se passe bien. C'est à quel moment où tu te dis j'ai envie de créer du coup Freelance Travel? D'ailleurs, tu peux nous dire rapidement ce que c'est, tu peux faire ton pitch. C'est quoi ton pitch de Freelance Travel? Ouais, mon pitch de Freelance Travel. Pitch-le et après on ira dans je suis encore dans l'exercice. Hein. mais Freelance Travel, c'est une grande communauté qui s'est créée où en fait j'organise des séjours entre freelance, comme son nom l'indique, d'une semaine dans des villas. Okay. Donc je loue des villas, on est 10, on se connaît pas forcément, il y en a qui peuvent se connaître, mais en général non. Et puis on va kiffer vraiment un espace, son espace de cowork en Corse, à Barcelone, dans les Landes, enfin ça peut être partout. Voilà, c'est le pitch. Top, merci. Et du coup, c'est à quel moment, après tu as tes clients, etc., où tu te dis j'ai envie de quelque chose d'autre? Enfin, c'est quoi l'histoire de Freelance Travel? Comment ça arrive dans ta tête la première fois? En fait, je pense que ça a toujours été un peu présent. C'est vrai que dans mon quotidien, j'éprouve beaucoup de gratitude depuis que je suis freelance à me dire mais quelle chance j'ai de pouvoir gérer mon temps à mon âge aussi. Enfin, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand tu as 40 ans, 50 ans, tu peux te permettre, mais quand tu démarres ta carrière, est-ce que c'est la chance que tu peux avoir de bosser où tu veux, de gérer tes clients. Donc, tous les jours, je me le disais déjà de base, même à Nantes. Quand je voyais en bas de chez moi la file de voitures dans les bouchons, les gens il pleut et tout. Et du coup, tous les jours, je me disais que j'avais cette chance-là. Et en même temps, il y avait ce côté un peu donc, solitude, de me dire je ne profite pas tant que ça. Je reste chez moi à Nantes, que j'adore cet espace. J'adore mon appart. J'adore ma vie. J'adore ma vie. C'est une super belle life. Et moi, les initiatives que j'entendais, j'entendais parler de digital nomade, de séjours très longs. Et je me reconnaissais pas là-dedans parce que je me disais non, moi je veux pas partir 3 mois, donc j'ai ma vie perso à côté, j'ai pas envie de, ça me correspond pas. Et je me dis mais je voudrais quand même profiter et je voudrais rencontrer d'autres personnes parce que j'adore rencontrer d'autres personnes. Donc après c'est un peu la croisée des deux où je me suis dit mais je suis peut-être pas la seule à vouloir sortir de son quotidien dans un dans un délai assez court. Et donc l'histoire c'est que donc c'était au bout de tu me posais la question du temps, on va dire donc c'était il y a un an, un peu plus d'1 an que j'ai lancé cette initiative. Ça s'est fait très vite et comment vraiment ça s'est formalisé cet aspect villa, c'est que tout simplement j'étais avec mon copain en vacances en Italie, encore décidément. Il faudrait que je fasse un petit l'Italie. On était à Sienne dans un super hôtel et je me suis dit mais je me verrais bien bosser là en fait. C'est trop beau quoi. C'est trop cool. Là, je me projetais vraiment sur un canapé avec mon Mac. Et je réfléchissais à un moyen de me dire mais moi j'ai pas envie de partir toute seule. Ça coûterait cher. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et ça a émergé cette idée de louer une villa à 10 pour à la fois réduire les coûts aussi et puis pouvoir créer des moments sympas. Du coup, c'était 3 ans, à peu près 3 ans après ton lancement en indépendante. Ouais. Et du coup, est-ce que tu parlais un peu de l'impact que tu as cette partie un peu solitude où tu te dis j'ai envie de rencontrer des gens, travailler avec d'autres gens et tu trouvais pas encore le format qui te correspondait pour ça? Est-ce que pendant les 3 ans tu le ressentais? Genre dès le début tu te sentais travailler chez moi toute seule c'est pas non plus incroyable? Perso au début j'étais très contente.
C'est un peu le paradoxe. Je parlais même en introduction que je suis pleine de paradoxes. C'est un peu ça aussi, c'est que j'adore rencontrer des gens, mais j'aime bien être toute seule aussi. Donc au début, moi, j'ai vraiment adoré bosser de chez moi, toute seule, de pas avoir de collègues, de pas avoir de patron, de m'arrêter quand je veux. Donc au début, non, ça n'a pas du tout été un besoin, un souci, cette solitude. Je me concentrais vachement sur mon travail, en fait. Je pense qu'au début, c'est ça aussi, on doit être plus focus sur ses missions, satisfaire ses clients, etc. Et puis quand c'est installé, quand on commence vraiment à avoir confiance en ce qu'on fait aussi, se poser la question du confort et de se dire oui, c'est vrai qu'en fait, je sors pas de chez moi de la journée. Il y a peut-être un truc. Et petit à petit, ça s'installe. Donc, c'était pas au début. Je dirais que c'est vraiment ce seuil un peu 3 ans, je dirais, pour moi, en tout cas. Donc, ça a pris 3 ans à maturer, à te dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie d'avoir en tant que freelance, d'être tout le temps seul chez moi à bosser sur mon ordi? Ouais, alors après, j'ai pas eu de grosses remises en question. Okay. En fait, ça, c'est... Moi, quand je fonctionne, c'est-à-dire j'ai un problème où je vois quelque chose qui ne me convient pas. Très vite, je vais essayer de trouver une solution, en fait. Avant même de me dire... de faire vraiment une grande introspection, etc. Ou alors je le fais, mais sans m'en rendre compte. Mais du coup, typiquement, freelance travel, donc c'était... j'ai eu un peu cette prise de conscience-là et c'est cette idée mi-mai, on va dire. Le premier séjour a eu fin juin. Ah oui. C'était un mois après, quoi. Ouais, donc ça allait vite. Ça allait très vite, ouais. Et donc là, on en est... C'est le combienième, celui-là? Je me souviens même plus. C'est le 6e. Donc là, on s'en est sur le 6e. Ouais. Et depuis ces 6 voyages que tu fais, est-ce que... qu'est-ce que tu perçois de ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé... En fait, quand j'ai fait le premier séjour, je ne m'attendais pas à avoir vraiment une telle richesse. Aussi parce que je l'ai fait très vite, comme je disais. Du coup, je n'avais pas forcément d'attente spécifique. Et c'est incroyable, en fait, à quel point un groupe de 10 freelances... Je pense que les personnes qui participent à ce type de séjour-là ont déjà... on est tous un peu pareils, on a envie d'échanger, on a envie de profiter, on a les mêmes problématiques. Donc du coup, il y a des échanges qui se font qui sont très enrichissants. Donc à la fois sur l'instant, en fait, c'est des instants qui sont très forts. Et quand on revient chez soi, enfin, moi, il y en a qui m'ont dit oui, mais bon, c'est juste une parenthèse. Oui, mais en même temps, c'est pas parce que c'est une parenthèse que ça va pas s'insuffler après dans ton quotidien. C'est que cette parenthèse-là, après, elle s'ouvre, en fait, finalement. Et moi, elle m'inspire. Elle me donne... je suis contente de rentrer chez moi après aussi. Enfin, il y a aussi ça, ce côté un peu... je redémarre quelque chose, je remets les compteurs à zéro. Ça me fait des connaissances aussi. Enfin, ça, c'est... Moi, j'ai travaillé avec certains freelances... que tu as rencontrés en freelance travel. Et qui m'ont fait travailler aussi. Donc, ça crée en fait un réseau assez soudé parce qu'on a vécu des choses, je vais dire, intenses. Ouais, on peut dire ça. Enfin, on a partagé des moments vraiment sympas, on a appris à se connaître. Donc ça change beaucoup de choses, je pense, dans le quotidien. Tu disais, on en parlait, je sais plus quand c'était, hier ou avant-hier, tu disais aussi le fait d'être avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et les mêmes enjeux de vie. Ça aussi, ça apporte des choses dans les conversations qu'on a, parce que forcément, dans notre quotidien... Quand on devient freelance, on n'a pas forcément plein de freelance autour de soi. Certains, oui, mais pas tous. Ça a changé quoi aussi pour toi? Ça fait du bien. Je pense que c'est un peu... c'est un comportement humain, d'avoir besoin d'être avec des semblables, ou de sentir qu'on n'est pas seul. C'est cette solitude aussi. Même si quand on est freelance, je pense qu'on fait le choix un peu de cette solitude, forcément. On n'a pas de collègues ou autre, mais ça change que, oui, on se dit, on n'est pas seul, on a les mêmes problématiques, quel que soit notre secteur, parce que ça, c'est important aussi, c'est quel que soit notre secteur d'activité, en fait. C'est le statut qui fait ça. C'est vraiment le statut et c'est un état d'esprit. Et donc, donc c'est... Même si on revient dans un quotidien où on n'est pas entouré de freelance, on se le rappelle quand même. Et puis, c'est comme 6 séjours en un petit peu plus d'1 an, du coup ça me fait des piqûres de rappel assez régulières, donc c'est cool, quoi. Et puis je pense que même pour les participants, certains même ici sur ce séjour encore, c'est leur première fois, les échanges que tu as et les questions que tu te poses et les interactions que tu as avec des gens, j'imagine que ça déboule sur toute une série d'actions qui se mettent en place derrière,
par exemple, il y a quelqu'un ici qui s'entraînait à son pitch avec les autres, et d'avoir 9 personnes autour de toi qui te font des feedbacks sur ce genre de choses, qui vivent les mêmes choses, les mêmes problématiques, le même fait de devoir se pitcher soi et vendre à ses clients. Je pense que ça apporte plein de nouvelles voies en fait qui s'ouvrent. Oui, il y a des personnes qui ont des nouvelles idées de projets ou d'amélioration de leur projet, d'amélioration de de ce qu'ils font, leur travail. Voilà, j'ai un freelance qui m'a aidé un peu sur le SEO. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai jamais pris le temps de creuser. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, le format de ces séjours-là, c'est que c'est vraiment informel, c'est-à-dire que c'est des échanges. Moi, je sais pas, il y a peut-être des choses qui se passent aussi et où je suis pas là, où j'entends pas et où chacun se nourrit de certains échanges. Donc on prend ce qu'il y a à apprendre en fait. C'est vraiment plein de choses quoi. Ce qui est génial aussi parce que ça veut dire que chacun avec des intentions différentes peut y trouver tout, j'allais dire tout et n'importe quoi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il y a un espace, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en général, il se passe des choses bien. Ouais, c'est exactement ça. Je crois beaucoup en cette chose-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui où ça va être très thématisé, où ça va être dans une boîte, quoi. C'est dans un secteur précis, donc il n'y a pas de souci. C'est très intéressant aussi d'avoir une thématique. Moi, je suis partisane de mélanger un maximum la mixité, etc. Et on m'a posé la question, Nolwenn, pourquoi tu fais pas des séjours, par exemple, spécial yoga ou thématiques, quoi, vraiment très précises. Et moi, je me souviens d'un séjour, ou même de plusieurs, où ça va être quelqu'un qui va dire moi je fais du yoga le matin, j'ai envie de faire de la méditation, ou ça tente qui, et là il va y avoir quelqu'un, un développeur par exemple, qui de base ne serait jamais inscrit à quelque chose de ce type de yoga et qui se lève tous les matins à 7h pour tester quoi. Donc, c'est intéressant. Pour en revenir à l'impact que ça peut avoir ensuite sur le quotidien, tu parles du fait que tu te retrouves chez toi toute seule, cet espace un peu solitaire. Est-ce que du coup aujourd'hui, sachant que t'es pas toujours en freelance travel, t'es pas toujours dans des belles villas à travers le monde avec d'autres freelances, est-ce que tu le ressens encore quand tu rentres chez toi et que tu te reposes devant ton bureau à te dire là je sens la différence? Oui, quand même. Parce que freelance travel, donc c'est comme dit, c'est vraiment une semaine, donc c'est assez court. Ça va apporter la richesse, des nouvelles idées, de l'inspiration, des contacts. Mais bon, très vite, on revient quand même au quotidien. Comme tu le disais, je suis pas tout le temps en freelance travel non plus. Puisque sinon, je serais digital nomade et je ne peux pas être digital nomade. Donc j'ai quand même ressenti de nouveau, et je le ressens régulièrement. Et après, comme je te le disais aussi, c'est-à-dire que moi, dès que j'ai un problème, quelque chose qui ne me va pas, j'essaie de trouver une solution. Du coup, à Nantes, quand je me suis dit, ce qui me manque, c'est l'aspect collègue, donc vraiment de retrouver les mêmes têtes. Donc vraiment les mêmes têtes d'une semaine à l'autre. J'ai constitué un petit groupe, on est 10 freelances à Nantes. Et on se retrouve toutes les semaines, donc un jour par semaine, pour tester des espaces de coworking à Nantes. Et donc là, ça résout ce souci on vit peut-être moins des moments intenses comme freelance travel, parce qu'on a moins le cadre, parce que c'est plus dans le quotidien, mais ça résout ce souci dans la durée, en fait, d'avoir des liens qui sont vraiment, de pouvoir dire, tu te souviens de mon client de la semaine dernière, voilà ce que j'ai fait. Et d'avoir des gens avec qui échanger sur tes problématiques du quotidien, parce que encore une fois, ton entourage direct comprend et n'est pas forcément baigné dans les mêmes problématiques que toi, donc forcément il peut pas t'aider à échanger dessus ou avoir des réflexions comme ça, donc clairement c'est intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, ça c'est quelque chose, je pense, c'est assez facile à mettre en place pour n'importe quel freelance, peu importe où il se trouve. Ce genre d'initiative de se dire je vais chercher d'autres freelances et juste on va travailler dans tel ou tel endroit une fois par semaine pour échanger. Mais bien sûr, aujourd'hui il existe plein de choses. Moi il m'a suffi d'un post sur un groupe Facebook pour mettre ça en place. Pour mettre ça en place, là c'est plus une grande leçon de vie, mais c'est le problème en général des gens. Là je me permets de faire une généralité, mais c'est que ils vont avoir des soucis. Donc, parfois, ils mettent un certain temps à prendre conscience. C'est pas grave. Il y en a qui ont besoin de plus de temps.
Mais une fois qu'ils ont conscience de ce souci-là, ils vont pas essayer de le régler. Ils vont se dire, bah tant pis, c'est comme ça. Ouais. Ou une forme de résignation ou d'attente que quelque chose se passe. Alors qu'il faut juste faire. Donc après, c'est peut-être mon métier aussi de designer qui fait que j'ai appris à faire très vite les choses. Mais voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que on est trop dans... J'aime bien ce que tu dis sur l'attente, alors qu'effectivement, des fois, il suffit d'une petite action, parfois inconfortable d'ailleurs. On parle beaucoup dans notre milieu ou dans le milieu entrepreneurial de sortir de sa zone de confort, oser faire des choses qui sont a priori inconfortables mais qui nous font évoluer. Et clairement, pour certaines personnes, et c'est peut-être ton cas, poster un truc sur un groupe Facebook où tu connais personne et dire voilà, j'ai envie de partager ces choses-là, peut-être dire parce que je me sens seul ou peu importe. Il y a des gens pour qui c'est inconfortable et qui du coup le font pas et restent effectivement dans voilà, je suis seul chez moi et tant pis. Ou c'est aussi la peur de partager ce qu'on ressent aussi. Moi souvent, moi j'ai pas peur de ça en fait, de mettre des mots sur des choses même qui peuvent être des sentiments négatifs, considérés comme négatifs. Et je sais que la solitude du freelance, j'avais posté quelque chose là-dessus, un peu tout ce qu'on se dit globalement là, sur LinkedIn. Qui est un réseau quand même très pro. En général, on ne parle pas trop de ses états d'âme, même si ça a tendance à changer un peu. Et il y en a tellement qui m'ont fait des retours en disant « Mais oui, mais moi aussi, mais c'est ça. Bien sûr, c'est ce que je ressentais en fait. Merci de mettre des mots sur... Et je pense que c'est parce que les personnes n'ont pas encore... soit on peur, soit on n'arrive pas forcément à l'extérioriser, mais c'est dommage parce qu'on se rend compte, encore une fois, qu'on n'est pas seul. Donc c'est ça qui est intéressant. On en parlait juste avant avec Alex. Je sais pas si son podcast sortira avant le tien ou vice versa, mais on en parlait avec Alex dans l'épisode qu'on a fait juste avant, où lui il disait qu'effectivement faut qu'on prenne conscience que on est une communauté de freelance et on est tous dans le même objectif qui est de nous créer une activité qui nous permette de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et du coup il faut pas faire semblant que les autres n'existent pas ou les ignorer. Faut juste développer tout ça ensemble, se parler, bosser ensemble quand on peut bosser ensemble et apporter des solutions aux clients avec qui on travaille. Et effectivement, ça va dans le même sens. Je pense que quand tu considères que les autres freelances sont tes concurrents, par exemple, en fait, tu t'éloignes toi-même d'eux et tu te retrouves solitaire parce que tu vois pas les gens comme des potentiels collègues. Oui, je pense qu'il faut accepter les échanges, accepter de demander de l'aide aussi. Après, je dirais qu'il y a peut-être des freelances qui n'ont pas ce besoin, qui sont très heureux tout seuls, qui sont très heureux en faisant juste leur prestat, en n'allant pas plus loin, et il n'y a pas de problème. Pour moi, là où est le souci, c'est quand tu le ressens quelque chose et qu'on fait rien. Et rien faire. Du coup, j'ai envie on va faire un petit jeu. Essayons de brainstormer. Si jamais, et on va prendre différents profils de personnes, on va commencer par je suis freelance, je viens de déménager à la campagne ou à la mer ou quelque part où il n'y a pas forcément plein de freelance autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour, si je ressens de la solitude, trouver une solution? On peut venir en freelance travel, ça c'en est un. Ouais, freelance travel, il faut venir. Mais dans le quotidien, qu'est-ce que je peux faire si je suis dans cette situation pour aller à l'encontre de cette solitude que je peux ressentir? Si cette solitude, c'est une souffrance, alors il faut voir déjà si c'est une solitude dans son activité ou dans sa vie. Parce qu'il y a peut-être deux choses aussi. Donc traitons la partie freelance, on va pas faire de la psychologie. Traitons la partie pro. Je ne suis pas psychologue, freelance. Dans la partie pro, je sais pas, pour moi, si tu ressens cette solitude... Tu peux voir si tu as des groupes, on parle de réseau, mais oui, des groupes qui existent. Bon, si tu es au fin fond de la campagne, je sais pas. Peut-être pas des groupes physiques, mais du coup des groupes plutôt des digitaux, groupes, des des groupes Facebook ou sur Slack. En Slack, c'est plus technique, il y a peut-être moins de monde, mais en tout cas, creuser un peu là-dessus, de voir ce qui se fait dans le coin, d'aller à des conférences, des événements en question. Ouais, je pense que de toute manière, l'écosystème digital, j'allais dire freelance, l'écosystème des freelances se structure de plus en plus. Et je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de sous-groupes comme ça qui se créent autour de métiers, autour de thématiques. Moi, par exemple, je fais partie d'un groupe Facebook qui s'appelle le Club des planeurs stratégiques sur le métier de planeur. Et récemment, on m'a contacté pour faire partie d'un petit groupe où on fait un appel, je sais plus exactement la périodicité, mais c'est une fois tous les 2 mois à peu près. Où juste on se regroupe pendant 3 heures sur un Skype et on parle de nos métiers et de comment chacun travaille et peut s'améliorer. Et rien que ça,
tu développes des relations avec des gens. Peut-être qu'à un moment, si tu voyages, tu vas aller le voir à tel endroit parce que tu sais qu'il est là. Mais même ce rendez-vous, entre guillemets, ça crée des liens, quoi. Et tu ressens moins le truc de solitude parce que, ah tiens, c'est des gens, même métier que moi, même problématique, même discussion. Ça, c'est intéressant, il n'y a pas forcément besoin d'une rencontre en physique. Ouais, c'est clair. Moi, ça m'est déjà arrivé effectivement de faire un Skype avec une nana qui est dans le même secteur que moi et qui on se parlait toutes les semaines en fait très rapidement, mais pour parler de nos projets juste faire le sans promesse, sans se Ouais. dire mais voilà, juste faire le point exactement. Check-in. Et après je pense qu'on n'a pas besoin je crois beaucoup aussi aux petites communautés, on n'a pas besoin d'être 300 ou d'être entouré de 300 personnes, même 2 ou 3 parfois c'est suffisant pour plus se sentir seul. Ouais. Moi j'aime bien utiliser des citations ou genre des petites phrases qui résument un peu ces idées-là. Il y en a une sur ça que j'aime beaucoup qui dit, et on en parlait l'autre soir d'ailleurs, qu'on devient les personnes avec qui on passe le plus de temps. Effectivement, quand tu arrives à trouver des gens qui vont plus ou moins dans la même direction que toi, qui ont les mêmes problématiques de vie, où tu peux échanger sur toutes ces choses et te sentir compris, parce que ça je pense c'est important aussi pour les freelances de se sentir compris de quelqu'un qui a les mêmes problématiques de vie, forcément tu grandis en fait. Oui, exactement. Tu vois, c'est ce qu'on ressent un peu ici. Je pense que tu grandis, puis tu choisis aussi les personnes. Enfin, je pense que c'est important de choisir les personnes avec qui tu veux être entouré. Et c'est pour ça que dans les grosses communautés, parfois, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il faut trouver... Il y a de tout et n'importe quoi, j'allais dire après. Bon. Mais, c'est ça qui en fait la richesse aussi, parce que tu as plein de points de vue. Ouais. Mais c'est, c'est vrai que après il faut aussi... c'est bien de s'entourer pour plus sentir seul, mais il faut aussi bien s'entourer. Dans cette même phrase de on devient les gens avec qui on passe le plus de temps, en général on dit c'est la moyenne des 5 ou 6 personnes que tu côtoies le plus. Donc effectivement dans ça il y a une notion de choix, de te dire moi qui j'ai envie d'être et qui sont les gens que je vais choisir de mettre autour de moi. Parce qu'ils m'inspirent sur telle ou telle chose, ou j'ai envie de développer telle ou telle compétence qu'ils ont, ou tel aspect de ma vie. Oui, c'est la qualité de ces rencontres. C'est pour ça que j'aime bien Freelance Travel, parce que de ce fait, ce format fait que ça prend les personnes qui, donc là c'est plus égoïste, mais qui me ressemblent, en tout cas qui partagent les mêmes besoins. C'est ton projet, donc c'est normal aussi. Mais ce format de dire c'est pas hyper cadré, par exemple, il n'y a pas un programme précis, ça apporte des personnes les gens qui viennent du coup sont habitués un peu à l'inconnu, n'ont pas besoin d'avoir tout réglé dans les horaires, etc. Ils sont ouverts à ça. Le cadre, de pouvoir s'adapter à un cadre différent, encore plus quand il est magnifique, de pouvoir quand même réussir à travailler, ça veut dire que c'est des gens quand même qui sont passionnés par leur travail, qui veulent... Donc c'est... De ce fait, le format fait que... ça va bien. Du coup, je pense que ça c'est... Pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans cette situation, vous êtes au milieu de la campagne ou sur la côte, ou en tout cas, bref, dans un endroit où il n'y a pas énormément de freelance en physique autour de vous, entrez dans des communautés et trouvez des gens qui vous inspirent et vous ressemblent, avec qui faire le point régulièrement sur votre activité. Juste, comme tu disais, comme tu avais avec cette autre personne, juste un appel le lundi pour dire voilà, ma semaine, elle ressemble à ça, je vais faire telle chose, et refaire le point le lundi d'après. Ça crée une routine, ça crée des connexions, et je trouve que ça a vraiment une belle valeur en fait. Exactement. Faut pas avoir peur de faire juste un petit truc. Rien qu'un petit... De démarrer en fait. Et oui, si tu te sens seul et que effectivement t'es pas dans un espace où tu peux rencontrer tout de suite du monde, il faut pas que tu aies peur de le dire quelque part en fait. Dis-le, c'est clair. Et croire au fait que ça va forcément te ramener du positif. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Prenons l'exemple contraire. Je pense qu'il est, j'allais dire entre guillemets, plus facile à traiter, mais pas forcément pour tout le monde. Si tu es dans une grande ville, moi par exemple je suis à Paris, qu'est-ce qu'on dit à un freelance qui se lance, où on peut prendre Nantes? On va se replonger dans ton passé. Tu es à Nantes, tu viens de te lancer, tu es toute seule dans ta chambre, tu n'as pas l'idée de freelance travel qui arrive. Et t'as pas encore ce système où tu rencontres des gens toutes les semaines pour tester un coworking différent. C'est quoi les autres options qui se présentent à toi pour te dire ok, j'ai pas envie de me sentir seul, qu'est-ce que je fais? Faut peut-être... Souvent dans les grandes villes, il y a quand même des initiatives qui sont créées. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être l'initiateur ou de parce que pas vraiment tout le aller monde a trop envie loin. d'être l'initiateur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, dans mon cas, dans mon passé, je suis quand même quelqu'un qui va agir. Donc, dans mon cas à Nantes, moi j'avais ce souci de solitude et ce fait que personne me connaissait à Nantes en fait, parce que j'ai pas d'entourage nantais. Et du coup, moi je me suis dit, pour me faire connaître un peu de mon activité et
pouvoir créer peut-être des liens, j'ai créé un groupe Meetup où en fait j'organise des sessions conseils en fait. C'est pas très formel non plus, hein, c'est-à-dire que ça va être sur la thématique du design, hein, par contre là c'est vraiment sur du design. Et aujourd'hui le groupe a 500 membres. Et ça a été une première solution pour moi. Après, si c'est une personne, si c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre les initiatives dans les grandes villes, il y a d'autres gens qui le font. Ouais, il y a d'autres gens qui le font. Donc, c'est juste se tenir informé, je pense. Donc, trouver des groupes meet-up. Encore une fois, il y a plein d'afterwork entre indépendants. Les plateformes organisent ça de plus en plus. Genre Malte, Crème de la Crème, ils le font beaucoup. Il y en a une autre qui s'appelle Coworkies qui font les cafés par Coworkies. C'est genre des rendez-vous autour d'un petit déj avec d'autres indépendants sur un sujet où tu échanges et tu fais du... Je crois qu'il y a les gens qui n'aiment... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le terme networking, j'allais dire networking, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme-là, parce que ça fait trop genre professionnel, je viens chercher du business, des choses comme ça. Je donne ma carte de visite. Ouais, c'est ça. Mais plutôt des rencontres informelles, disons, où tu viens juste discuter et parler de ta vie. Mais je pense que aussi, ces genres de gros regroupements, c'est intéressant, tu parlais de petits comités tout à l'heure, il y a des gens, les gros regroupements, quand il y a beaucoup de gens, se sentent vraiment mal à l'aise, osent pas aller parler aux gens, arrivent pas à rentrer en contact, et je pense que du coup ils fuient un peu ces gros regroupements. Ah oui, même moi, hein. Enfin honnêtement, moi qui aime pourtant les rencontres et qui organise des choses dans ce sens-là, les grandes, en fait j'ai l'impression que tu ne peux être que spectateur dans ces grands regroupements-là, sauf si vraiment tu es quelqu'un qui n'a pas peur de monter sur la scène et voilà, un peu, moi, ça me donne comme ça, quoi. Moi, j'adore ces trucs, justement, au contraire, parce que ça me donne beaucoup d'énergie quand il y a plein de gens. Et j'adore aller sauter dans un groupe et juste commencer à parler avec tout le monde et puis passer à un autre groupe. Tu vas aller de groupe de toi-même, tu vas j'adore. aller de groupe en groupe. Du coup, je suis toujours presque le dernier sur place parce que je parle avec tout le monde et les gens partent. C'est cool de pouvoir être comme ça. Ouais, j'adore, mais il y a plein de gens à qui ça prend de l'énergie, au contraire, parce que justement il y a beaucoup trop de gens, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment engager la conversation. Si tu te coinces, entre guillemets, dans une conversation où il y a pas de rapport qui se crée, ils savent pas comment s'en soustraire pour aller ailleurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça stresse beaucoup. Ouais, c'est pas évident. Et dans les grandes villes, je pense qu'il y a tendance à avoir beaucoup de ces gros événements et pas autant de petits trucs. Où tu peux vraiment créer plus un lien de proximité. Après, peut-être que ça se fait quand même, mais du coup, il y a moins de communication autour c'est aussi. moins visible, forcément. Donc, c'est plus difficile de les trouver. C'est vrai que là, je parle de Nantes pour le coup. C'est un peu ça le souci que j'avais, c'est qu'en fait, il y a quand même peut-être plein de petites choses qui se font, mais il n'y a pas de communication. Et si tu connais pas les personnes, tu vas pas savoir que ça existe. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui se retrouve un peu dans cette situation de se dire voilà, les gros meet-up, moi ça me stresse, ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller parce que je me sens pas bien. Qu'est-ce que eux ils peuvent faire dans une situation dans une grande ville pour lutter un peu contre cette solitude? Parce que une autre option dont je vais parler, comme ça on l'élimine direct. Moi, on m'a souvent dit, et c'est un conseil que j'entends souvent, c'est va dans les coworking, parle à ton voisin et ose parler à ton voisin. Mais si dans les grands meet-up, tu te sens pas bien, forcément, quand tu es dans un café et que tu as un inconnu à côté, ça va pas toujours être facile de dire tiens, tu travailles sur quoi, tu t'appelles comment Ouais, non, c'est clair. Après, je reviens du coup peut-être à cette idée de communauté digitale, en fait. Facebook, il y a des groupes qui se créent quand même. Donc commencer à échanger sur le web, en fait. Sur le web, commencer. Si c'est quand même plus simple, mais moi, je suis plus à l'aise à l'écrit au début qu'engager la conversation à l'oral avec des inconnus. Même juste 2-3 phrases. Mais ça permet de nouer un petit contact qui peut permettre de briser la glace. C'est intéressant que tu dis ça parce que du coup, je fais le lien. Dans la communauté des membres de mon programme de surf en freelance, il y a une personne qui est un peu dans ce cadre-là, qui dit j'aime pas du tout les gros meet-ups, ça me stresse, je sais pas quoi dire, etc. Et qui du coup, en discutant, en échangeant avec les gens dans la communauté des membres de notre programme, maintenant elle fait des sessions de coworking avec une des personnes quasi toutes les semaines. Et du coup, cool. Le lien est déjà créé, c'est beaucoup plus simple en fait. Alors que, effectivement, si tu te retrouves dans un coworking à parler avec quelqu'un à côté, ça va pas être la même chose. Donc ça, je pense, c'est effectivement une bonne voie de rencontrer des gens d'abord en numérique. Ça me fait penser à Tinder ou des trucs comme ça. Genre quand tu commences à parler, tu parles pendant une semaine, puis tu vas en date après, et c'est plus simple parce que tu as déjà de quoi parler, entre guillemets. Exactement. Donc ça, je pense, c'est une bonne... il y a un côté avoir un peu d'assurance, de savoir que l'autre...
intéressée en fait par cette rencontre en fait. Ouais, complètement. Et tu te retrouves pas trop dans le large, c'est pas ça. savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est un peu la peur du jugement, la peur de pas... moi, c'est pour ça, hein, même la prospection client. Ouais, c'est difficile. En général, ça va de pair. Et oui, c'est bien quand les autres viennent vers moi pour après, là où je prends vraiment de l'assurance. Mais en mode prospection, où je décroche mon téléphone, où je vais frapper à la porte, moi, ça, j'arrive pas, quoi. Ouais. Et c'est OK parce que tu as mis en place des trucs pour que tu n'aies pas à le faire, en fait. C'est ça, en fait. Il faut contourner. Donc, je sais que je suis à l'aise.